Salut et bienvenue sur cette vidéo Monaco 2013-2020, la dernière vidéo concernant les joueurs sur cette période-là. Donc cette fois-ci, on va se concentrer sur les attaquants et sur les buteurs, voir qui sont les 4 derniers sélectionnés dans votre groupe de 23. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi les autres vidéos, qui débarqueraient à ce moment-là, du coup, c'est un jeu que j'ai lancé sur Twitter en vous demandant de sélectionner un groupe de 23 joueurs sur la période 2013-2020 de l'AS Monaco, quand Monaco remonte en Ligue 1, quand on est sur l'ère russe, bien sûr, et de savoir quels seraient vos 23 meilleurs joueurs pour former un 4-4-2 avec chaque joueur remplacé et bien sûr 3 gardiens. On a déjà vu tous les postes en dessous des attaquants, donc quasiment tous les joueurs ont été sélectionnés, 19 déjà, et maintenant on va voir qui sont les 4 derniers. Donc voilà, je vous avais donné donc une liste de 25 attaquants qui ont au moins joué un match à l'AS Monaco sur cette période-là. Sur ces 25, il fallait en choisir 2 titulaires et 2 remplaçants. Et du coup, on va pouvoir découvrir qui sont les joueurs qui ont eu le plus de votes et qui sont donc sélectionnés pour être dans le 11 et sur le banc. Sur ces 25 joueurs, forcément, on va parler de tous. On va sûrement se concentrer sur les 10 qui ont eu le plus de votes. Et de toute façon, ils sont pas bien plus nombreux à avoir eu des votes, parce qu'ils de mémoire, ils sont que 11 à avoir eu des votes. Donc il y a déjà toute une liste de joueurs qu'on va pouvoir rapidement éliminer euh, tout de suite, voilà, qui s'affiche devant vous. Donc pas mal de joueurs. Pourtant certains avaient fait beaucoup de matchs à l'AS Monaco et on ne va pas en parler, parce qu'ils n'ont aucune sélection dans votre groupe, que ce soit titulaire ou remplaçant bien sûr. Le premier nom qui vient surtout c'est Baldé, Keita Baldé, il a 60 matchs à l'ASM. Bon, il appartient toujours à l'ASM même s'il est prêté. C'est beaucoup et pourtant zéro vote pour lui. On a aussi juste derrière lui donc Manu Rivière avec 36 matchs, qui fait partie de ceux qui ont le plus de matchs parmi la liste des joueurs qui sont là. Et le seul sur toute cette liste donc de 15 joueurs qui a eu un vote en tant que remplaçant, c'est Wagner Love. Un peu étrange de le choisir alors qu'on a eu des attaquants, on pourra le voir, vraiment de très haut niveau, de le voir avoir eu un vote. Hein, peut-être un petit misclick, on ne sait pas. Voilà, en tout cas, ça paraît logique que la majorité des votes se concentrent sur les tout premiers de ce classement, parce que c'est vraiment des joueurs qui ont eu ou ont toujours un niveau international très élevé. Et c'est normal, du coup, comme sur les postes qu'on a pu voir précédemment, que ces joueurs-là aspirent quasiment tous les votes et qu'il y ait très peu de joueurs finalement qui soient dans ce classement. Voilà, du coup, le premier joueur sur lequel on va parler, qui a pas eu bien plus de votes que Wagner Love, parce que si Wagner Love a eu un vote, Cario en a eu deux. Voilà, il a été 2 fois nommé comme remplaçant, sinon 0 fois comme titulaire. Donc voilà, ça lui vaut moins d'1%, mais j'ai arrondi forcément à l'unité supérieure. Donc l'Argentin, qui signe à l'AS Monaco en 2015 pour un montant de 9 millions d'euros depuis Estudiantes, est un champion de France. Hein, il fait partie des quelques attaquants qu'on a là dans cette liste qui a eu le titre en 2016-2017. Il arrive du coup l'année d'avant et sera toujours dans un rôle de remplaçant. À l'AS Monaco, jamais il aura sa chance d'être titulaire. Un joueur qui a quand même joué beaucoup de matchs, hein, parce qu'en 3 saisons, il en joue 95, ce qui est pas mal. C'est le 3e attaquant à avoir fait le plus de matchs parmi toute la liste là, des 25 joueurs. C'est quand même lui qui a le troisième temps de jeu. 21 buts, c'est que le 8e, donc c'est ça qui est plus étrange, c'est que du coup beaucoup de matchs, mais peu de buts finalement comparé aux autres attaquants ou aux autres milieux offensifs aussi, qui ont marqué pas mal de buts. Mais bien sûr, qu'on regarde de plus près sur ces 95 matchs, la majorité c'est en tant que remplaçant, comme je disais tout à l'heure. Si on regarde son temps de jeu par rapport à son nombre de matchs, sa moyenne de temps de jeu, elle est inférieure à 40 minutes. Voilà, donc c'est du coup si on fait le ratio, ça fait du coup un but tous les 129 minutes, donc ce qui est déjà beaucoup plus intéressant pour un attaquant. On lui a souvent critiqué d'être en fait de rentrer en jeu et de marquer toujours les 3 4e buts quand c'était beaucoup plus facile et que la défense adverse était un peu écœurée et ouvrait un peu plus la défense. Personnellement, c'est un attaquant que je trouvais très bon, je trouvais que pour un attaquant remplaçant qui allait apporter une très bonne solution sur le banc. Même les fois où il a été titulaire, il a fait quand même de bonnes prestations. Je trouvais que son apport a été important et pour moi, il a son rôle à jouer dans le titre et même dans la campagne européenne qu'on a pu faire en 2016-2017. Voilà ce qu'on peut dire du coup sur ce joueur. À noter que du coup sur 95 matchs, il y en a quand même 20 en Coupe d'Europe. Par contre pour un seul but en phase éliminatoire contre les Young Boys de Berne. Voilà. Du coup avec un peu plus de votes quand même, on peut retrouver un joueur dessus peut-être un peu surprenant pour certains, c'est Jovetic. 2% quand même d'entre vous l'ont choisi comme remplaçant.
Donc ça fait 3 saisons que Jovetic est là, 3 saisons où il est blessé, on va dire plutôt, du moins 2 saisons où il est vraiment blessé et cette saison-ci, c'est que 44 matchs en 3 saisons, c'est vraiment très très faible. Sur ces 44 matchs, il y a 14 buts et une passe décisive. Autant on pouvait dire que à ses débuts à l'AS Monaco, c'était un joueur qui était très très bon et qui était décisif dès qu'il était sur le terrain et qu'on regrettait beaucoup qu'il soit régulièrement blessé. Malheureusement, cette saison, c'est complètement l'inverse. Il n'est plus blessé, parce que là, quasiment 2020, de moi, il a juste eu un petit pépin physique cet été. Sinon, il a été présent à chaque fois et à la disposition du groupe. Et pourtant, c'est aucun but cette saison, alors qu'il a joué beaucoup de matchs déjà. À son arrivée du coup en 2017 pour 10,5 millions d'euros depuis l'Inter de Milan. Il n'est pas signé à l'OM comme beaucoup le pensaient, et du coup c'est bien à Monaco qu'il a posé ses valises. Il fait une très belle saison en marquant du coup 10 buts et 2 passes décisives sur 21 matchs. Donc voilà, saison vraiment entrecoupée par des blessures, et sur le peu qu'il joue, voilà, il est très très décisif et qui nous ravit. Par contre, les saisons qui suivent derrière, il joue peu de matchs, 10 matchs la saison d'après, après 13 matchs et 12 cette saison, donc c'est celle où il joue plus de matchs. Par contre, à chaque fois, il inscrira 2 buts au maximum et une passe décisive, donc voilà, des stats très très faibles depuis quelques temps. Ce qui est un peu regrettable, parce que c'est un joueur qui est très élégant et très beau à voir jouer sur le terrain, un attaquant ou un attaquant retrait, voire mi-offensif. Donc il est au club depuis maintenant 3 saisons, il lui reste plus beaucoup de contrats, et avec 31 ans et un risque de blessure assez important, à mon avis ça va être assez dur de retrouver les 10 millions qu'on a investis sur lui. Donc ça va être, à mon avis, plutôt une fin de contrat qui va se profiler pour Jovetic. Attaquant du coup international, parce qu'il a quand même 55 sélections et il est toujours international, il est régulièrement rappelé et il est régulièrement buteur aussi avec sa sélection, et malheureusement pas avec nous. Un joueur aussi qui pourrait paraître un peu plus surprenant, parce que lui aussi il a pas énormément de matchs avec nous, c'est Slimani, qui récolte quand même 3% de place sur le banc. Vous l'avez choisi, 0 en tant que titulaire, donc surprenant, parce que du coup il y a 4 mois en fait seulement, parce que il signe déjà tardivement sur le mercato, il arrive à la toute fin du mois d'août, et à partir de fin décembre il sera placardisé, et Moreno ne le fera quasiment pas jouer, donc finalement c'est vraiment que sur les 4 mois de 2019 où il a pu s'illustrer. Par contre, quels 4 mois, parce que du coup 19 matchs, 9 buts, 8 passes décisives, c'est le meilleur ratio d'action décisive du club sur toute la période 2013-2020 pour des joueurs qui ont eu au moins 5-6 matchs minimum. C'est vraiment lui qui le plus régulièrement a été décisif. Ça lui fait une action de moins de toutes les 80 minutes, donc quasiment tous les matchs où il est là, il était décisif. Très très belle doublette en tout cas avec Ben Yedder. Personnellement, c'est un joueur que je regrette énormément. Je trouve dommage que Moreno l'ait mis au placard et ait choisi du coup un autre système de jeu où il ne pouvait pas être utilisé, ou alors utilisé sur les ailes, ce qui n'était pas vraiment idéal pour lui. C'est un joueur, même si certes il a un gros contrat, j'aurais misé sur lui cet été pour perdurer du coup avec Ben Yedder. Après, c'est sûr que je pense que les dirigeants ne voulaient pas investir dessus parce qu'il lui restait qu'un an de contrat, et je pense que les Leicester demandaient beaucoup d'argent. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas été fait. À voir du coup l'été prochain quand il sera libre, si du coup on se place dessus. Voilà, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup et qui nous a fait voir vraiment de très très belles choses la saison dernière. C'était un des rares rayons de soleil qu'on a pu avoir sur une saison vraiment pas terrible. Voilà, voilà. Au-dessus, un joueur encore plus surprenant, parce que je trouve qu'on va de surprise en surprise, et surtout que celui-ci a énormément de votes à mon goût. C'est Kevin Volland qui a signé il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'était en septembre dernier, et qui a déjà 6% des votes pour être majoritairement sur le banc, et 1% le place même en tant que titulaire. Voilà, je crois qu'il y a 2 votes qui le mettent titulaire. C'est surprenant qu'on va voir les joueurs qui sont titulaires dans la majorité des cas. Un joueur qui a mis un peu de temps à s'acclimater à la Ligue 1, 4-5 matchs où c'était assez difficile, surtout qu'après il fallait voir la position qu'il avait sur le terrain. On évoluait aussi dans un 4-3-3 qui n'était pas idéal pour lui, et du moment qu'on est passé en 4-4-2, voilà, on a vu un tout autre joueur qui a eu beaucoup plus d'importance, beaucoup plus décisif surtout. Ses stats cette saison, du coup, c'est 15 matchs et déjà 10 fois décisif, avec 7 buts et 3 passes décisives. Et surtout, si on enlève les premiers matchs et qu'on regarde à la loupe ses derniers matchs, sur les 9 derniers matchs, il a mis ses 7 buts et une passe décisive. Donc vraiment le joueur dangereux actuellement à l'AS Monaco, largement au-dessus de Ben Yedder, qui est beaucoup moins décisif actuellement.
Donc on peut comprendre voilà, que c'est un joueur qui très vite montre un beau potentiel. En tout cas, on sait pourquoi on a investi ces 15,5 millions d'euros sur lui depuis Leverkusen. À noter du coup son très très bon match face au PSG, hein, où il est sur les 3 buts, 2 buts qu'il inscrira, plus le penalty qu'il va provoquer tout seul. Très très bon match. C'est le 4e ratio actuellement aussi du club, avec ses 10 actions décisives. Il décisive toutes les 105 minutes actuellement. Donc voilà, pour l'instant, un très très bon début de carrière à l'ASM pour lui, en espérant que ça continue sur cette deuxième moitié de saison. Après, c'est vrai qu'il est déjà assez haut dans le classement pour un joueur qui a si peu de matchs. Mais bon, on peut comprendre que le coup de cœur actuel sur un joueur un peu phare de cette saison est plus certain à l'unité des votes. Au-dessus, on trouve un joueur du coup avec largement plus de votes. Et c'est pour moi un peu une surprise. Je m'attendais à le voir un peu plus haut pour un joueur du club quand même. J'ai Valère Germain qui est formé à l'AS Monaco, qui a passé beaucoup de temps au club, énormément de matchs, quasiment 200 de mémoire. Si on englobe toute la totalité, je suis bien sûr. En 2013, ça fait déjà quelques temps qu'il est au club. Valère Germain qui commence du coup à être en 2011 à l'AS Monaco. Son premier match sera contre Saint-Etienne, c'était vers la 30e journée, et il rejouera le dernier match de la saison, le match de la relégation contre l'OL. Donc on se rappellera de cette image où on le voit un peu en pleurs au milieu du terrain, avachi. Une image qui m'a un peu frappé. Donc voilà, 2 matchs en Ligue 1 avant la descente en Ligue 2. Ensuite, il enchaînera 2 saisons comme titulaire. Ranieri lui fera aussi confiance même quand on fera quelques recrutements à son poste. Une bonne carrière en Ligue 2 pour ses débuts, parce que du coup il a inscrit quand même 22 buts et 11 passes décisives sur ces 2 saisons. Donc un très bel attaquant de soutien en tout cas. Bien sûr, quand il y a la remontée en Ligue 1, il aura plus un rôle de doublure, étant donné qu'on recrute de très très bons joueurs à son poste. Du coup, il sera que remplaçant. Il partira du coup la saison d'après en prêt auprès de Nice, qui fera un peu railler les supporters, parce que du coup, entre ça et son départ quelques temps plus tard à Marseille, voilà, c'est un peu dur de voir un joueur formé à l'AS Monaco qui crie aussi un peu son amour pour le club, voire aller rejoindre les 2 clubs ennemis du club. Voilà. Donc 12% d'entre vous l'ont choisi comme dans leur groupe, et 2% même l'ont mis comme titulaire pour reformer forcément la doublette, à mon avis, avec l'attaquant titulaire, que vous en doutez sera forcément Falcao. À noter que du coup 123 matchs, il est le 10e joueur à jouer le plus de matchs, malgré une saison où il n'était pas là. Ça reste quand même un des joueurs les plus utilisés sur cette période. 27 buts, c'est le 4e meilleur buteur du coup de la période aussi. 8 passes décisives à son actif aussi sur cette période. Il y a 19 matchs en Coupe d'Europe pour lui, dont 4 buts. Donc un doublé à Fenerbahçe sur le match retour qui nous permet la qualification, et après des buts contre Moscou en poule, et le fameux 3e but contre Dortmund à domicile. Voilà, après sur la première campagne européenne, du coup il est très peu utilisé, il est souvent sur le banc ou hors groupe, donc il n'y participe pas vraiment, étant donné qu'on joue avec un système à une pointe, et c'est plus Berbatov et Martial qui lui sont préférés. C'est vraiment plus sur la deuxième campagne en 2016-2017 qui sera plus utilisé, même si là aussi Falcao et puis surtout Mbappé va prendre des places de titulaire. Voilà, donc oui, il reste une place au-dessus de lui, un joueur du coup qui n'est pas sélectionné parmi vos 4 finalistes, les 4 qui ont rejoint le groupe de 23. Et du coup, pourtant avec pas mal de votes, c'est Martial, Anthony Martial, du coup avec 26%, seulement 1% du coup le place titulaire. Donc le très très jeune joueur qui arrive à la Monaco en 2013 pour un montant de 5 millions d'euros, donc très rapidement, parce qu'il arrive fin du mois de juin, un montant important, parce qu'il a que 3 ou 4 matchs pro à ce moment-là avec l'OL. Il joue surtout du coup avec l'équipe réserve. On investit beaucoup sur lui, parce que certes, il a un très gros talent et potentiel en devenir, mais c'est surtout pour aider l'OL cette année-là avec la DNCG qui ont besoin un peu de liquidité pour boucler leur saison qui a été assez compliquée financièrement. Et du coup, on sort un joli petit chèque, et on ne le regrettera pas par la suite, parce que du coup, on le revendra 60 millions d'euros en 2015. Soit 2 saisons plus tard, donc il a 3 saisons, parce qu'il a participé au début de la saison 2015, du coup, où il part à la fin du mois d'août, et du coup il a participé à la qualification en Coupe d'Europe.
et sur les premiers matchs de Ligue 1. Donc voilà, c'est plutôt 2 saisons pour lui, 70 matchs sur cette période-là, 15 buts, 6 passes décisives. On se rappellera surtout de ses débuts contre Nantes où il fait une entrée en jeu, que Ranieri le fait rentrer à la place de Falcao, et Falcao a ce fameux geste où il regarde avec ses mains comme ça pour être vraiment sûr que c'est lui qui va sortir, qui se fait remplacer par un petit genou qui a à peine 18 ans, je crois, à l'époque. Voilà. Dès que sur le match après, il jouera aussi contre Rennes et il inscrira son premier but déjà. Sur ces 70 matchs, il y a 11 matchs en Coupe d'Europe, 11 matchs en Ligue des Champions uniquement d'ailleurs. Il n'inscrira qu'un seul but en Ligue des Champions, ce sera lui aussi contre les Young Boys de Berne, j'arrive à le dire. Voilà. Maintenant, on arrive du coup sur vos 4 joueurs qui sont sélectionnés. Maintenant, reste à savoir qui sera les titulaires, qui sera les remplaçants. Et je pense que le premier remplaçant est un peu une surprise. On pouvait s'attendre qu'il ne soit pas forcément dans le groupe et que ce soit un Valère Germain, peut-être un Anthony Martial. Moi, j'aurais plus dit Valère Germain qui soit à sa place, même si j'ai voté pour lui aussi. C'est Dimitar Berbatov qui fait partie du coup de vos groupes de 23 et que vous considérez comme le 4e meilleur attaquant de l'AS Monaco de 2013 à 2020. Le joueur qui arrive à 33 ans à l'AS Monaco pour remplacer un Falcao qui s'est gravement blessé. On se rappelle que du coup beaucoup de supporters ont râlé de cette signature parce que du coup quand on a un attaquant du niveau de Falcao, le remplacer par un joueur très vieillissant qui ne jouait plus trop, c'était assez compliqué. Beaucoup ont douté du coup du potentiel du joueur et pourtant il nous fera très très rapidement il fera démentir en tout cas ces supporters-là. On parle d'ailleurs justement de jurisprudence Berbatov quand un joueur signe à l'AS Monaco et qu'on on pense qu'il sera mauvais, on dit qu'il faut lui laisser le temps de prouver comme quoi il sera bon parce que très rapidement c'est ce qu'a fait Berbatov, un joueur vraiment de très grande classe, magnifique à voir jouer, en tout cas qui nous a inscrit des buts somptueux, notamment du coup son lob contre Nice, ou même son extérieur du pied contre Toulouse qui finit dans le petit filet était vraiment magnifique. Que ce soit sur le terrain, un joueur vraiment qui marchait sur le terrain, c'est assez impressionnant de le voir. J'ai pas la stat du nombre de kilomètres qu'il parcourait par match, mais ça doit être assez ridicule, mais toujours très très bien placé et voilà, un très 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 beau joueur. Du coup, il arrive en libre en janvier 2014, comme j'ai dit, pour remplacer Falcao depuis Fulham. Et il repartira du coup libre un an et demi plus tard et il signera du coup en Grèce. Sur ces une saison et demie qu'il fait avec nous, il jouera quand même 53 matchs, donc un joueur qui n'a pas été blessé ou en manque de conditions. Il a vraiment quasiment joué tous les matchs possibles sur cette période-là. Très grand professionnel, en tout cas 18 buts, 7 passes décisives, donc vraiment de très très belles stats. Il jouera 9 matchs en Ligue des Champions pour un seul petit but, mais quel but, parce que du coup il est contre Arsenal dans leur stade en plus, donc ce qui fera aussi railler les supporters Arsenal de voyant leur ennemi juré inscrire un but contre eux. Voilà ce qu'on peut dire donc sur Berbatov qui est votre premier remplaçant. Et du coup la question est forcément qui va être le deuxième remplaçant et qui va être le titulaire aux côtés de Falcao, parce qu'on se doute forcément que Falcao sera le titulaire indiscutable de cette équipe. Est-ce que ce sera du coup Ben Yedder ou Mbappé? Et du coup la réponse elle est Ben Yedder qui est remplaçant, donc c'est bien Mbappé qui sera le titulaire. Ben Yedder, 86% de personnes l'ont choisi dans leur groupe, 32% comme titulaire, ce qui est pas mal, un bon tiers l'ont mis en doublette avec Falcao. On verra du coup que Mbappé récolte largement plus de votes en tant que titulaire. Donc le nouvel attaquant de l'AS Monaco, ce qui est arrivé l'été dernier et en fin d'été dernier seulement, a déjà de très belles stats, c'est vraiment notre attaquant star et c'est surtout la vedette du club à l'heure actuelle, le plus gros joueur. Forcément, on l'a signé pour 40 millions depuis Séville, c'était sa clause libératoire, c'est pour ça qu'on a réussi à l'avoir, un tel attaquant pour un montant qui me semblait assez faible. En tout cas, je trouve qu'il valait largement plus à ce moment-là. Une saison et demie, parce qu'on est allé en cours et déjà 47 matchs, 26 buts et 11 passes décisives, donc ce qui fait vraiment un très haut ratio. Il est décisif toutes les 98 minutes, c'est le 3e ratio. Parmi la période 2013-2020, c'est le 6e buteur déjà du club avec seulement un an et demi. Et encore, la première année, il y a le Covid, comme je l'ai répété assez souvent. On se rappellera du coup de sa première saison qui est très très bonne, même du coup 31 matchs, 19 buts et 9 passes décisives. Donc un joueur qui n'est pas que buteur, un joueur qui sait aussi faire marquer ses coéquipiers. Vraiment un attaquant complet, très très plaisant à voir jouer. Cette saison, c'est plus compliqué parce que du coup, c'est 16 matchs,
7 buts et 4 passes décisives. Même s'il y a du but, on se plaindra que c'est surtout sur penalty. Il y en a 5 de mémoire sur penalty. Surtout, j'ai remonté le fil des matchs et ça fait du coup 11 matchs de suite qu'il n'a pas marqué un but dans le jeu avec l'AS Monaco. Donc, il faut remonter à Strasbourg quand il met son doublé pour le voir marquer dans le jeu. Depuis ces 4 pénaltys seulement. Donc c'est un peu la critique qu'on pourrait faire sur lui actuellement, c'est que je dis beaucoup actuellement, je trouve, c'est que depuis qu'il a eu la Covid, a priori, il a peut-être un peu du mal à revenir, il est beaucoup moins décisif, il a raté des occasions un peu en or, ce qui est assez étrange pour lui qui est normalement plutôt un tueur. Et du mal à se mettre en situation, de se mettre en position pour inscrire des buts. Après, le reste de l'équipe est assez fatigué, il n'a pas non plus énormément d'opportunités. En tout cas, on attend tous avec impatience qu'il retrouve un peu le chemin des filets de manière plus classique que sur penalty. Voilà, un joueur du coup qui reste quand même très décisif, parce que sur une stat que j'ai sortie sur l'année 2020 après Mbappé, qui est largement au-dessus, c'est lui le joueur en Ligue 1 qui a été le plus décisif. Il a fait 18 actions décisives sur l'année 2020, donc qui est assez courte en termes de match. Donc voilà ce qu'on peut dire du coup sur Ben Yedder qui sera votre remplaçant. Et du coup le titulaire juste au-dessus de lui forcément c'est Kylian Mbappé, le jeune monégasque, le nouveau Thierry Henry, comme ça peuvent l'appeler. 92% de présence dans vos groupes, donc on voit qu'il y a toujours une partie des supporters qui lui en veulent et qui ne le mettent pas dans les 4 meilleurs attaquants de l'AS Monaco sur cette période-là. C'est assez dur, à mon sens quand même, parce que ça reste vraiment un extraordinaire joueur, même sur cette période-là. Par la suite, il est devenu encore meilleur. 59% de présence dans le 11, voilà, donc il récupère le reste des votes que Ben Yedder et Berbatov n'ont pas eu. Donc 60%, c'est largement assez pour clairement définir que la doublette en attaque sur cette période, pour vous, elle est Falcao Mbappé, celle qui nous a fait finalement gagner le titre sur la fin d'année, parce que c'est très rapidement, du coup, à partir de janvier, ce sera lui le titulaire aux côtés de Falcao, hormis quand il y a eu de la rotation. Mbappé, du coup, c'est en 2015 qu'il commence avec l'AS Monaco. Il a que 17 ans à ce moment-là. Son premier match sera contre Caen, où il jouera uniquement 2 minutes, mais il enchaînera tout de suite après contre un match en Tottenham, en Europa League, et il sera déjà décisif puisqu'il offrira le but à El Shaarawy pour un match donc on préfère ne plus se rappeler, qu'on perd 4-1 de mémoire. Voilà ce qu'on peut dire. Ensuite, du coup, il partira de l'AS Monaco en 2017. Il ira au PSG pour un prêt à hauteur de 35 millions d'euros avant d'être définitivement vendu l'année suivante pour 145 millions d'euros. Voilà, bon, un montage, on sait très bien que ce transfert en fait est de 180 millions, mais pour aider le PSG à passer le fair play financier, il y a eu un petit montage. On peut définitivement dire qu'il est parti en 2017. 3 saisons, 60 matchs quand même, pour un joueur du coup qui a commencé doucement et en tant que remplaçant avant de s'imposer comme titulaire indiscutable. C'est 27 buts, c'est 13 passes décisives, assez important. Ça fait de lui le 4e buteur du club sur cette période-ci. C'est le 2e aussi au niveau des ratios, donc il est juste derrière Slimani avec un but toutes les 82 minutes. Une action décisive, pardon, toutes les 82 minutes. Donc voilà, pareil, c'est un joueur qui, tous les matchs où il a joué, quasiment a été décisif. C'est 10 matchs de Ligue des Champions, donc sur la campagne 2016-2017. Il joue très très peu en poule, forcément parce que c'est Valère Germain qui est le titulaire à ce moment-là. Il joue à peine 25 minutes en 3 matchs. Par contre, il est le titulaire à partir du mois de février qu'on fait les matchs et élimination directe. Et là, sur les matchs, il inscrit un but à toutes les rencontres, hors au match aller contre la Juve. Donc vraiment, en inscrivant du coup total, du coup, un but tous les matchs, il fait un doublé contre Dortmund de mémoire. Ou contre City, je me rappelle plus, mais voilà. Vraiment des stats très impressionnantes pour un très très jeune attaquant à ce moment-là, qui est vraiment décisif à tous les matchs. Voilà ce qu'on peut dire du coup sur le jeune attaquant monégasque qui du coup fait partie de votre 11 et forcément le joueur qui sera en tête et que vous avez tous choisi très 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 largement, car on peut remarquer qu'aucun joueur parmi les 23 que vous avez sélectionnés a eu 100% de présence. Il y a toujours des personnes qui ne les ont pas choisis. Falcao arrive par contre à 99%, donc vraiment très très largement. 92% d'entre vous l'ont mis titulaire, donc certains pensent quand même que Falcao
ne mérite pas d'être dans le 11. C'est surprenant, parce que pour moi, il fait partie avec Silva et Fabinho des joueurs qui sont inconditionnels sur cette période-là, surtout, parce que là, on parle quand même de 5 saisons, même s'il y est resté plus longtemps si on compte les années de près, mais voilà. 5 saisons où il joue des matchs à l'AS Monaco. Donc arrivé en 2013, dès l'année de la remontée, donc dès le début de cette période-ci, depuis l'Atlético Madrid, il arrive pour un montant de 43 millions d'euros, plus des bonus qui de mémoire ne vont pas s'activer, parce que du coup cette saison-là va rapidement se finir pour lui. Une saison qui démarre très bien du coup, puisqu'il inscrit en 17 matchs 9 buts en Liga, donc vraiment un très très bon début de saison pour lui et pour l'AS Monaco, hein, qui est dans les 2 premiers du championnat juste avant sa blessure, très grave blessure du coup, où il se fera les croisés une nouvelle fois, parce qu'il avait déjà eu ce souci quand il était en Argentine. Et malheureusement pour lui, c'est problématique parce qu'il veut absolument jouer la Coupe du Monde au Brésil. Et du coup, il fera tout pour arriver à revenir en forme pour cette Coupe du Monde à être sélectionné, malgré le fait qu'on est en janvier, que généralement une blessure de ce genre met beaucoup, beaucoup de temps à cicatriser et à faire revenir un joueur à haut niveau. Euh, je pense qu'il sera peut-être omnubilé par cette Coupe du Monde qui va un peu sacrifier une partie de sa carrière à cause de ça. Il va vouloir revenir trop vite et il sera pas au niveau. Du coup, il ne sera pas sélectionné à la Coupe du Monde, même s'il sera dans le groupe avant la Coupe du Monde. Mais du coup, il sera pas retenu dans les 23 joueurs. Et du coup, les 2 saisons suivantes, il sera en prêt. Il partira 2 saisons en prêt en Angleterre, à Manchester United et à Chelsea pour un montant d'environ de 15 millions d'indemnités de prêt. Donc, on pourra récupérer 2 saisons assez catastrophiques aux yeux de sa carrière. Finalement, on peut être heureux qu'il ait passé ces 2 saisons-là loin de nous en Angleterre, parce que je pense qu'il aurait eu autant de mal en Ligue 1 à jouer à son niveau, avec voilà, son retour de blessure qui est assez compliqué pour un attaquant. Euh, ça aurait pas forcément été bon. Alors c'est sûr qu'on gardera tous en tête ce match à Lille où il est en tribune avec son téléphone portable et qu'on comprend qu'il va partir et que ça nous fait mal parce que c'est vraiment notre star à ce moment-là. Mais au final, quand on voit ce qu'il fait derrière, c'est peut-être pas plus mal de l'avoir mis de côté. Nous, on fait des très très bonnes saisons, surtout en Coupe d'Europe, sans lui. Voilà, donc comme ça, il reviendra à l'AS Monaco, il reviendra en tant que capitaine pour nous faire gagner un titre, ce qu'on n'oubliera absolument pas. C'est un joueur qui prétend clairement à rentrer sur le mur des légendes de l'AS Monaco. En tout cas, c'est 140 matchs et 83 buts, ce qui fait de lui le 4e meilleur buteur de l'histoire du club. Donc forcément, c'est le meilleur buteur de cette période-là et très 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 largement devant tout le monde. Il y a quand même 12 passes décisives aussi. 20 matchs de Ligue des Champions, hein, il fait partie aussi des joueurs qui ont joué le plus de matchs de Ligue des Champions de l'histoire du club. C'est un des meilleurs buteurs aussi du club en Ligue des Champions. Il est aussi 3 ou 4e avec ses 10 buts. Euh, si on refait le point sur ces saisons, quand il revient à l'AS Monaco, il y a une saison du titre qui est superbe avec 21 buts en Ligue 1. Il finira peut-être pas meilleur buteur, mais en tout cas, il fera sa saison à plus de 20 buts, ce qui est très très fort en Ligue 1. Les saisons d'après, du coup, c'est 18 buts et 15 buts, donc des très bonnes saisons. On se souviendra du coup de la dernière saison qui fera, c'est lui qui nous tiendra un peu, qui nous évitera un peu la relégation, parce que c'est lui qui inscrira les buts vraiment décisifs. C'est un peu le seul joueur qui est un peu au-dessus du lot dans une saison où on galère énormément. Et du coup, la saison d'après, il partira du coup un peu par la petite porte, parce que du coup, il sera libéré. Il n'aura pas de match d'adieu réellement. On ne pourra pas dire adieu à un si grand joueur. C'est un peu dommage qu'il aura fait tellement de bien et apporté tellement de choses à l'AS Monaco que moi, perso, dans lequel j'oublie clairement le passage de son départ en Angleterre et de cette image de Lille pour tout ce qu'il a pu apporter par la suite au club. Voilà, donc 20 matchs de Ligue des Champions, 10 buts inscrits. Si je l'ai déjà dit, en fait, je me répète. Je pense que en fait, j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire sur Falcao. Voilà, en tout cas, c'était la sélection pour les attaquants. Du coup, votre doublette en attaque, c'est Mbappé et Falcao. Donc voilà, maintenant, cette fois, on a le 11 qui est complet avec la doublette d'attaquants du titre de champion de France. Berbatov et Ben Yedder prennent les 2 dernières places sur le banc. Du coup, voilà la compo que vous avez choisie sur la forme d'un 4K2, parce que à la base du jeu, c'était un 4K2. Maintenant, ça qu'on voit Rames et Mbappé, on peut se dire qu'on pourrait tenter peut-être une compo plus de ce style-là, en 4-3-3, pour remettre Rames
en soutien de l'attaque de Falcao et avoir Mbappé et Silva sur les ailes. Ouais, bah, je vous laisse me dire en commentaire laquelle des deux compos, à votre avis, fonctionnerait le mieux. Parmi ces deux propositions, entre le 4-4-2 et le 4-3-3. Voilà, bah, il me reste plus qu'à vous remercier en tout cas pour tous les nombreux votes que j'ai vus, parce que celui-ci aussi a fait plus de 400 résultats. Voilà, ça permet vraiment d'avoir des résultats très probants, même s'il y a des quelques petites surprises par moment, mais en tout cas c'est très très plaisant. Il me reste plus qu'une petite vidéo à faire du coup pour demain sur les coachs, savoir quel sera le coach qui va s'asseoir sur le banc. Donc forcément, vous vous doutez que ce sera un duel entre deux grands hommes, deux grands entraîneurs de l'AS Monaco. Ça fera l'occasion d'une petite vidéo assez courte, parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça des entraîneurs à l'AS Monaco. Voilà, en tout cas, merci pour les nombreuses vues sur sur les vidéos sur YouTube et pour les abonnements que j'ai pu avoir aussi sur YouTube et sur Twitch. Ça fait très très plaisir et ça me pousse en tout cas à continuer à faire ce genre de choses par la suite. Voilà, ben, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée et en tout cas, à très vite.